Bonjour et bienvenue dans le podcast du monde numérique centré sur Digimon. Comme chaque semaine, moi Aldric, je suis en compagnie de mon comparse, de mon ami, de mon fidèle acolyte, pas alcoolique, François. Pas du tout alcoolique, en plus je bois pas. Oui, c'est vrai, moi non plus. C'est vrai. Bonjour Aldric. On est des enfants élus très sages. Bonjour François, ça va bien? Ah, ça va bien et toi? Oui, on va entrer directement dans le vif du sujet parce qu'on ne sait pas. Oui, ne perdons pas de temps. Si on pourra voilà, se faire ça en 1 heure. Donc, comme le titre l'indique, vous êtes donc sur le podcast sur les romans, deuxième partie, centré sur le tome 2, hein, bien évidemment. Donc la semaine dernière, vous étiez nombreux à découvrir donc, ce fameux roman officiel donc, de Digimon Adventure écrit par... Hiroyuki Kakudolo, le réalisateur de la série de base qui a fait Adventure et Adventure 02. Voilà, donc roman hein, qui vient nous apporter des éclairages et des ajouts supplémentaires par rapport à la série. Donc à lire en complément évidemment de la série que vous appréciez et que vous aimez, sinon vous ne seriez pas là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on n'a pas eu le temps de le faire la semaine dernière, on va lire quelques commentaires posés ces 2 dernières semaines. Donc je commence avec un commentaire sur le podcast Kizuna de Super Smash Bros officiel. Moi j'ai pleuré la première fois que je l'ai vu sur votre site. Oh, c'était chez nous. Mais je crois que je devrais le réécouter car je n'ai pas remarqué du tout que Piomon et les autres étaient aussi disparus. Pour moi c'était juste Agumon et Gabumon. Peut-être que je ne l'ai pas vu car je pleurais trop, qui sait. Oui, en effet, c'était très émouvant. Sora, en fait, Sora, ça se voit, c'est pendant le combat final. En fait, on la voit seule avec son Digivice, alors que la scène d'avant, elle était avec Piomon. Là, elle est vraiment toute seule. Donc, en fait, on s'est sous-entendu quoi qu'elle a disparu. Et son Digivice est cassé surtout. Oui, tout à fait. Et puis les autres, c'est vraiment juste le générique de fin. En fait, les enfants de 02, on voit leur Digimon, alors que ceux de 01, on les voit pas. Donc, on suppose que à ce moment-là, eux aussi sont partis. Mais en fait, c'est pas vraiment. Voilà. Mais oui, mais c'est logique en tout cas, vu que les autres les ont. Toujours sur le même podcast, Adrien Girard nous a dit « Mon film préféré de tous les temps, mais tellement une tristesse à chaque fois. Je me mets à leur place, j'ai 27 ans et à la fin du film, je me dis « Donc c'est fini, moi aussi je dois devenir adulte. Il m'a tellement bouleversé, mais touché, c'est incroyable. » Ouais, du coup, Oui. on est d'accord. Hein, de toute façon, c'est majoritairement ce genre de commentaires. C'est les commentaires qui sont le plus ressortis hein, Sur Kizuna, sur Kizuna, oui. Mais on est tous d'accord sur Kizuna. Je pense que Kizuna est assez unanime, contrairement à The Beginning, par exemple. Un commentaire est tombé aussi sur le podcast de la pièce de théâtre. Merci pour les sous-titres. Grâce à vous, on peut voir la pièce de théâtre en français. Jusque-là, je l'avais vue en VO. Et mes personnages préférés dedans sont Matt, Kari et Sora. D'accord. C'est marrant parce que nous, Ikari, c'était vraiment un des personnages qu'on a le moins aimé du coup. Oui, c'est ça qui est drôle. C'est rigolo de voir les avis de. Mais Sora, on est d'accord que oui. Ouais, Sora par était contre. De toute beauté. Ah ouais. Meilleur traitement de Sora, tout confondu. Un commentaire de notre fidèle Razael qui d'ailleurs vous prépare une version traduite de Digimon Liberator, le roman sorti l'année dernière, hein, je pense, et qu'on vous partagera sur notre site. Du coup, il a lié un commentaire sur Kizuna, contre-argument pour le fait que Joe est encore Gomamon et que Sora est perdu Piomon. Sora, personnage mature, stable, sûr d'elle, assuré, émotionnellement stable, adulte en somme. Joe, incertain, trouillard, besoin de réassurance, en quête de plaire aux autres. Je pense qu'au-delà de simplement savoir quoi faire de leur vie, c'est plutôt la maturité psychologique des personnages qui est considérée par rapport à la perte du Digimon, et la preuve est d'ailleurs apportée par Menoa. Elle était en étude, c'est sa précocité et sa maturité psychologique qui ont entraîné la perte de Morphobone. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Merci pour cet épisode. Je suis assez d'accord avec lui parce qu'au final, tu te souviens le petit court-métrage qu'on a fait sur Joe ? Bah oui. En fait, il est présenté encore comme irresponsable un petit peu. Genre, si Gomamon n'avait pas été là pour le sauver du camion, bah, il serait plus là, quoi. Donc, ça se tient. La théorie se tient. Exact. Et ensuite, des commentaires sur le premier podcast du roman, hein, donc le tome 1. Donc Super Smash Boy, toujours fidèle au poste. Je commence d'abord par vous remercier d'avoir pris le temps pour nous raconter ces fameux romans. J'aime bien les précisions qui y sont données. Je n'aurais jamais pensé que Devimon, Etemon et les autres se connaissaient déjà. Je remarque cependant dans les écrits qu'à certains endroits, la violence est forte. Là où la série nous fait comprendre que le coup de métal Greymon est puissant, le livre transperce l'estomac d'Etemon. Et pour Skull Greymon, c'est pareil, le fait qu'il sente le sang et qu'il fasse preuve de beaucoup plus de violence.
au point de préciser qu'il y ait du sang. La série est plus dans la douceur là-dessus et j'avoue, je préfère. Pour les scanners, je suis sûr que c'est une ellipse. Je trouve trop gentil d'avoir voulu rendre hommage à l'homme qui a fait la voix de Devimon. J'aurais une question cependant. Que croyez-vous que Kakudo veut dire par réarranger? Car à la fin du podcast, François dit que c'est écrit que les événements du roman ont été réarrangés. Le mot semble simple, mais j'ai de la misère à comprendre ce que ça veut dire dans cette circonstance. Et pardon pour mon paragraphe. Je te laisse répondre. Pour le pavé. Alors, ça va être difficile de revenir sur tout, mais réarranger, ça veut surtout dire que c'est ce que je disais. Des fois, il y a certains événements qui sont complètement modifiés, comme la rencontre avec Piccolomon. On peut pas la rattacher à ce qui a été fait à la série. Voilà. Alors que par exemple au tout début, il passe très rapidement sur les évolutions. Enfin, tout est hors champ en fait, les évolutions les premières évolutions en tout cas, genre Garurumon et tout ça. Mais on suppose en tout cas que ça arrive exactement de la même manière que c'est arrivé dans la série, quoi. Alors que d'autres événements sont complètement modifiés. Donc je pense que c'est ça qui veut dire par sont réarrangés en fait. Modifié quoi pour que ce soit intéressant aussi, pour que ce soit pas juste une redite de ce qui a été fait dans la série. Et on a un commentaire de Shadabog qui nous dit: merci mon cher François pour ce fou rire à 46 j'ai fait un super 06. lapsus. Mais si je sais que tu n'avais pas prévu ce cul là, je m'en suis pas rendu compte donc. Je m'en suis souvenu à l'enregistrement et je me suis dit il faudrait que j'aille le modifier et j'ai complètement oublié parce qu'il fallait faire vite parce qu'on a enregistré tard le podcast la semaine dernière Donc, comme prévu, épisode fascinant de bout en bout. La façon dont les différents méchants interviennent de manière plus fluide et moins linéaire dans cette version a l'air vraiment grisante pour un fan qui saura d'office recoller les pièces du puzzle. La mort de Kaneto Shiozawa avait décidément bouleversé pas mal de monde au Japon. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce petit commentaire. Est-ce qu'il en reste d'autres ? Oui. Ralph qui nous dit: je trouve que le roman nous apporte des réponses aux questions que je me suis toujours posées, comme par exemple la rencontre des enfants élus avec leur Digimon, ou alors le début de l'histoire qui commence chez Tai. Et pour sortir du sujet, j'aimerais bien une adaptation du Digimon Liberator en animé. Merci pour le résumé. Tu l'auras pas en animé, mais tu auras une version française du coup de Liberator. Voilà. Un autre commentaire. Chris du Loop TikTok, pardon. Chris, on va l'appeler comme ça. Hâte de voir le tome 2. Merci à vous de nous partager. Surtout qu'en tant que fan de la première heure, je ne connaissais pas l'existence de ces romans. Quelle tristesse de ne pas les avoir traduits chez nous. Et oui. Mais peut-être qu'ils vont arriver, que j'aurai le temps de les traduire petit à petit. En tout cas, je voulais juste... Attends, il y a un dernier commentaire de Digimon Forever. Donc, quelqu'un fan de Digimon, pour le coup. Je vais aller voir le profil YouTube après. Je me demandais où peut-on trouver les écrits sur Internet de cette chère Onkei-kun, car je n'ai rien trouvé sur Google. J'aimerais bien le lire. Et je me demandais si vous pouviez mettre un lien en description ou quelque chose du genre. Merci à vous. Ouais, je pense qu'on regardera pour mettre le lien vers son blog où elle a mis du coup toutes les traductions. Tu peux rappeler qui est Onkei-kun pour les romans? C'est la traductrice qui a traduit tout un tas de trucs liés à Digimon. Elle avait traduit la série de base, elle avait fait les sous-titres de la série, elle a traduit tous les OST, enfin pas les OST, les dramas, pardon. Oui. Elle avait traduit les romans, enfin voilà. Et donc tu voulais dire de tout un tas de traductions. Non, mais je voulais du coup enchaîner sur notre podcast du jour, parce que avant d'entamer le volume 2, je voulais juste revenir sur sur une erreur que j'ai faite la semaine dernière. J'ai dit que les romans étaient sortis en 2021, mais pas du tout, ils sont sortis en 2001. Oui, donc, c'est vrai ça. Voilà, ils sont sortis après en fait que Kakudo ait terminé de travailler sur 02, quoi. Il me semble que 02 était déjà terminé à ce moment-là. Et je suis d'accord avec notre cher Charnabog sur le fait que tous les méchants soient liés. Je trouve ça très intéressant. Mais il y a un point d'interrogation que je trouve intéressant à soulever et je vous avoue que je n'ai pas encore retravaillé sur le volume 3, donc j'ai hâte de voir s'il y avait une réponse à ça, mais je ne m'en souviens pas. C'est que je trouve ça bizarre que Apocalypse n'apparaisse que maintenant. On précise, la dernière fois quand on vous a laissé, il y a Nanomon qui avait fait venir Apocalypse de derrière le pare-feu. Et sauf que dans la série, c'est l'apparition d'Apocalypse qui a engendré les distorsions, qui a fait que les Dark Masters sont devenus puissants. Or là, Apocalypse, il a l'air d'arriver que maintenant. Et les maîtres de l'ombre, ils ont déjà fait tout leur bordel, quoi. Il arrive que maintenant dans le roman, après... Oui, dans le roman. Voilà. Mais donc du coup, je me souviens plus s'il y a une justification sur le pourquoi on le saura les la Dark semaine Masters prochaine. sont devenus si puissants, quoi. Mais on le saura la semaine prochaine. Je trouvais ça intéressant de noter que l'apparition d'Apocalypse,
du coup semble finalement arriver plus tard dans le roman que dans la série de base. Voilà. Et du coup, il nous reste 50 minutes, donc allez, top chrono. On commence avec donc nous ce qu'on considère être l'épisode 21 de la série, et donc le premier chapitre du deuxième roman, donc qui s'appelle. Le deuxième roman s'appelle Les 8 enfants élus. Et on va couvrir là les épisodes 20 et... Alors, ce sera plutôt... Si, c'est ça, on va dire 22 à 21, plutôt à 34. Du coup, sur celui-là. Ok, et ben c'est parti. Nous commençons avec le prologue qui se déroule dans un chalet isolé. On y retrouve Wizardman. On nous explique qu'il a été chassé de son monde pour avoir récupéré un livre interdit. Donc on ne sait pas ce que c'est ce livre, et je crois que d'ailleurs dans l'animé, il n'a jamais de livre. Là, mais c'est un livre de sorcellerie, j'imagine. Parce qu'en plus, c'est marrant, Razel réexpliquait dans les commentaires que Wizardman venait du monde... oui, du monde des magiciens. Des magiciens, voilà. Ouais, des Wickers. Des sorciers. Et du coup, là, on a un peu plus de précision sur ça. Enfin, vite fait, parce que du coup, on nous dit qu'il a récupéré un livre interdit. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a comme contenu, quoi. Mais le roman insiste vraiment sur le fait qu'il a son sceptre avec lui et le bouquin. Voilà. Donc voilà, on dit qu'il est arrivé dans le monde numérique avec son sceptre et son livre, voilà, que son corps a été changé pour ressembler à une poupée de taille humaine. Donc apparemment c'est pas à ça qu'il ressemble, on va dire, c'est pas sa forme initiale dans son monde, apparemment, pas plus de précision là-dessus. Et c'est dans ce chapitre qu'on nous raconte la rencontre avec Tailmon. Donc en fait, à ce moment-là, en fait, Tailmon vient chercher Wizardman dans son chalet, quoi. Et c'est là que Wizardman se souvient que quand il est arrivé, limite tout le monde l'a laissé, tu vois. Le flashback de l'épisode 34, du coup. Voilà, exactement. On aurait pu le laisser mourir, quoi. Mais Tailmon est venu à sa rescousse. Et voilà. Nous entamons ensuite le chapitre 4 qui s'appelle Le lac des séparations. La première partie s'appelle Temp Lake. Donc, si vous vous souvenez, c'est Piccolomon à la fin, quand il a laissé les enfants élus, il leur avait dit allez vers Temp Lake. Et donc c'est ce fameux lac qu'on retrouve dans l'épisode 22 où il y a le parc d'attractions. Et où il y a le bateau seigneur. Tout à fait. On nous fait une petite introduction où on nous parle du monde numérique en général. On nous dit que s'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on a nous dans le vrai monde, c'est parce qu'au moment de la création du monde numérique, il y a tout un tas de données de notre monde à nous qui sont retrouvées dans le monde numérique. C'est pour ça qu'on retrouve des décors assez semblables, assez similaires à ce qu'on a nous, donc par exemple des parcs d'attractions, des restaurants, voilà. Il précise que tous les décors qu'on voit autour du lac dans la série, enfin tout ce qu'on voit, ce qu'on peut voir dans la série, tout ça, les montagnes et tout, c'est inspiré des Alpes françaises. Cocorico, n'est-ce pas? Et on sait que la montagne sur laquelle on va retrouver Koshiro plus tard, celle qu'il est en train de gravir pour essayer de trouver Genai, là, s'appelle la montagne du raisonnement illogique. Voilà. Donc dans ce chapitre-là, on suit Sora avec Piyomon. On sait que Sora est en possession d'un emblème. Elle a un emblème avec elle et elle le laisse sur une des étagères d'une réserve qui se trouve pas loin d'un restaurant. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Je crois que c'est son emblème du coup. Non, on précise pas. On dit juste qu'elle a un emblème et qu'elle le pose sur une des étagères de la réserve. Okay. On dit qu'on entend les voix, il me semble, de Yamato et Joe à l'intérieur, mais Piyomon demande pourquoi Sora va pas les voir et Sora lui répond juste qu'elle veut pas y aller maintenant, quoi. Et c'est tout, c'est toutes les informations qu'on a pour l'instant. La deuxième partie s'appelle le parc d'attractions des adieux. Là-bas, on retrouve Takeru et Tokomon, alors que Pico Devimon est déjà parti chercher Yamato. Donc, Takeru a déjà rencontré Pico Devimon, pardon, et Pico Devimon est déjà parti chercher Yamato. Ils sont en train d'attendre son retour. Et Pico Devimon revient. Il fait croire qu'il a retrouvé tous les autres sans lui. Genre que, en gros, il y a Sora, Yamato, Joe qui sont dans un resto en train de faire la fête, quoi, et qui veulent pas de Takeru. Donc c'est pas spécifiquement centré sur Yamato. Oui, c'est plus violent, quoi. Oui, c'est encore plus violent. C'est genre tous les amis se sont retrouvés, mais pas toi, et ils veulent plus de toi, voilà. Et donc
Donc s'ensuit la même chose, donc Tokomon qui s'en prend à Pico Devimon, Takeru qui le dispute, machin, et qui lui dit bah si c'est ça, si tu te comportes comme ça, bah j'ai plus besoin du Digivice et tout machin, et il le laisse tout seul quoi. Et donc après la dispute, Tokomon il marche sans but avec le Digivice dans la bouche, et il finit par s'effondrer sur la route. À ce moment-là, il entend la voix de Sora qui lui dit qu'il trouvera Yamato dans un restaurant plus loin. Et à ce moment-là, Tokomon, en fait, il pense qu'il est en train de rêver. Et il se rappelle que les enfants, du coup, il dit que tous les enfants et lui ont cherché Taichi et Agumon pendant 2 mois avec Piccolomon. Ah bah du coup, je me suis trompé, Piccolomon n'avait pas laissé les enfants à ce moment-là, du coup. Dans le dernier chapitre, justement, il les attendait au bunker, c'était ça. Et donc, ils ont cherché Taichi et Agumon pendant 2 mois avec Piccolomon, mais qu'un jour, il y a une énorme explosion qui s'est fait entendre. Piccolomon, il a murmuré à lui-même que c'était l'attaque canon éternel, donc le canon éternel de Mugen Dramon. Et sans donner plus de détails, Piccolomon a dit aux enfants qu'il doit les laisser là et s'en aller, quoi. Et c'est là qu'il leur dit « Allez à Templake », du coup. C'est à ce moment-là. C'est pas dans le dernier roman, j'ai dit n'importe quoi. C'est à ce moment-là qu'il leur dit « Allez jusqu'à Templake ». Et c'est en allant jusqu'à ce lac-là que Sora et Piyomon sont partis en premier lieu pour essayer de trouver Taichi et Sora. Ils sont partis Taichi et Agumon, pardon. Elles sont parties en pleine nuit. Et Tokomon se dit est-ce que à ce moment-là, il se demande s'il était en train de rêver et si là aussi il est en train de rêver. Et du coup, Sora dit à Tokomon oui, tu rêves. Et du coup, voilà. Après, Tokomon précise que Joe et Gomamon sont partis les chercher. Qu'une fois arrivé au lac, c'est Koshiro qui est parti et que Yamato et Mimi se sont disputés là-bas et que Mimi est parti. Et à ce moment-là, ils se sont disputés. Mimi est tellement gentille. On précise pas, on dit juste qu'ils se sont disputés et que Mimi du coup a décidé de partir. Mais on nous donne pas le sujet de la dispute. Voilà. Et c'est à ce moment-là ensuite que Taichi arrive et trouve Tokomon par terre. Donc on voit pas ce qui se passe dans le monde réel. On voit pas ce qui se passe dans le monde réel à ce moment-là, effectivement. On passe ensuite à la partie suivante qui s'appelle le piège de Pico Devimon. Donc on voit pas Ikari. Non, on ne voit pas Ikari pour l'instant. On retrouve Pico Devimon au rapport, donc il est en train de parler à Vendémon, mais Vendémon ne parle pas. Il y a vraiment que Pico Devimon et on nous décrit pas à qui il parle, on dit juste qu'il est en train de faire un rapport, quoi. Il dit qu'il cherche à recruter des soldats. Il espère que Tailmon ne lui volera pas la vedette. Il parle aussi du fait que Sora a réussi à voler 3 emblèmes, l'amour, la sincérité et l'amitié. Parce qu'en fait, il y en avait 5 qui étaient cachés dans le château de Vendémon. Et Vendémon n'est pas au courant d'ailleurs que Sora a récupéré 3 emblèmes, quoi. Donc c'est pour ça que, en fait, Pico Devimon, quand il fait des rapports à Vendémon, il lui dit que tout va bien, quoi. Et en même temps qu'il essaye de recruter des soldats, il essaye de récupérer les emblèmes en fait que Sora a récupérés, quoi. Mais pourquoi ceux-là spécifiquement et les autres emblèmes, ils sont où ? Alors, il y en avait 5 qui étaient cachés, donc Sora en a récupéré que 3. Ce sera expliqué plus tard pourquoi elle en a récupéré que 3. Il y en a un qui est avec Taichi et un autre où on ne sait pas où il est à ce moment-là. Ok, bon je te laisse continuer parce que ça paraît très mystérieux tout ça. Oui, voilà. Parce que du coup c'est pour ça que Pico Devimon veut s'assurer que les emblèmes s'activent pas et qu'il crée ses petits plans, par exemple au restaurant et tout ça. Donc ils les ont pas trouvés comme dans la série, chacun à leur tour dans. Ok. Pas du tout, jusqu'à maintenant, du coup, il y avait que Taichi qui l'avait trouvé dans la grotte, un peu comme dans la série. Mais le reste, pour l'instant, personne n'avait trouvé d'emblème. Il y a juste Sora, du coup, qui a récupéré ces emblèmes-là, qui étaient cachés, pas dans le château de Vendémon, mais en fait, dans une petite salle, on nous l'explique, dans une petite salle qui se trouve en bas de la montagne, en fait. Le château de Vendémon est en haut d'une montagne, et en bas de la montagne, il y a une sorte de porte, avec un grand hangar à l'intérieur. Mais on saura qui les avait mis là et comment ils s'étaient retrouvés là ? Non, on le dit pas. Mais d'après ce qu'on a avec notamment le drama qui était sorti en 2015 avec les Blu-ray, apparemment Tailmon et Wizardmon avaient été chargés de retrouver les emblèmes.
Donc je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est que Vandemon en fait avait chargé les gens de récupérer les emblèmes des élus pour s'assurer qu'ils les trouvent pas, mais du coup ils les avaient pas tous récupérés, notamment celui du courage était encore caché. Ok. Ok. Ensuite, du coup, je disais donc oui que c'était Pico Devimon qui avait pris l'initiative de s'assurer que les emblèmes ne brillent pas, parce que c'est pas un plan de Vandemon, quoi. Vandemon, lui, il est vraiment occupé à ouvrir le portail avec et Tailmon est occupé de récupérer de faire venir des soldats et tout ça, quoi. On nous dit que Pico Devimon s'était battu contre Piomon au moment où Sora est venu récupérer les emblèmes et qu'il a perdu, quoi. Pico Devimon, lui, il est persuadé que l'emblème le plus effrayant, c'est celui de l'espoir. Et que c'est pour ça qu'il veut absolument s'assurer que celui de Takeru ne brille pas. C'est pour ça qu'il s'acharne un peu sur lui et qu'il lui dit que vraiment les autres font la fête sans lui, machin. Et il est parti du coup chercher des champignons de l'oubli. Voilà. On sait du coup que pour l'instant que les deux emblèmes qui n'ont pas été trouvés, qui ne se trouvaient pas dans le château, c'est la connaissance et l'espoir. Ok, donc celui de Koshiro et de Takeru ne se trouvait pas dans le château de Vandemon. Ok. Tous les autres, si. Quand il revient au parc, c'est là il voit qu'il y a Taichi qui a retrouvé Takeru et tout ça. D'ailleurs, fun fact, Pico Devimon ne l'appelle pas Taichi, il connaît pas son prénom, il dit juste le garçon à l'emblème du courage. Donc il sait à quel emblème va avec qui, mais il connaît pas le prénom de tout le monde, quoi. Voilà. Et on précise à ce moment-là que Agumon est encore Koromon. Quand Pico Devimon revient au parc d'attractions, Koromon est toujours Koromon. Il n'a pas évolué en Agumon dans le monde réel comme dans l'épisode 21. Voilà. Ok. On passe au petit point suivant qui s'appelle le restaurant au bord du lac. Donc là, on retrouve Yamato et Gabumon. On précise qu'ils sont arrivés dans ce restaurant il y a 2 mois. Donc ça fait genre 2 mois que Takeru il est tout seul au parc d'attractions quand même. Et qu'on nous précise que Digitamamon, lui, là, il calcule vraiment genre au centime près combien de temps ils vont devoir travailler. Genre chaque verre a une valeur, chaque couvert a une valeur, tu vois. Donc tout ce qui est cassé vraiment est scrupuleusement noté pour savoir combien de temps ils doivent passer là-bas. On nous détaille un petit peu plus leur vie là-bas, donc on sait qu'ils dorment dans une chambre où Yamato a installé une sorte de séparation avec des draps. Tu sais, genre il a tiré genre un câble ou quoi, et puis il a mis des draps pour séparer un peu la chambre en deux pour avoir un peu d'intimité. Et on se retrouve un soir où Yamato décide de partir, en fait. D'abandonner Joe pour aller retrouver Takeru parce que comme dans la série en fait Joe se retrouve à faire plein d'erreurs. Mais c'est pas de sa faute. Oui, mais on le sait pas à ce moment-là. Yamato ne le sait pas, donc au final il décide de partir parce qu'il en peut plus des erreurs de Joe, quoi. Il se dit que Digitamamon n'a pas l'air si méchant et qu'au final il préfère choisir son frère plutôt que son ami, quoi. Il se dit à choisir entre mon ami et mon frère, je préfère choisir mon frère. Un petit passage où donc là Yamato est en train de partir, il veut retourner du coup au lac et Gabumon le suit, mais en fait à ce moment-là il comprend pas ce que c'est la famille, parce que pour les Digimon n'ont pas de famille. Du coup ça l'intrigue, il comprend pas pourquoi Yamato préfère choisir Takeru plutôt que Joe. Et Gabumon il est pas à l'aise avec le fait de laisser Joe et Gomamon sans rien dire. Et il décide de laisser Yamato partir tout seul. Sauf qu'au bout de 2 secondes, en fait, il ressent une très très forte solitude, Gabumon. Et il se dit, en fait, il n'a pas envie de ressentir ce qu'il a ressenti pendant très très longtemps jusqu'à ce que Yamato finisse par arriver. Okay. Donc il décide finalement de le rejoindre. Sauf que quand il retrouve Yamato, il est plus tout seul, il est avec tous les autres, donc avec Takeru et Taichi. Ah ouais? Oui, Taichi et... En fait, toute l'histoire avec Tokomon et Pico Devimon et tout, ça se passe en hors-champ. Okay. Et Taichi et Takeru sont déjà partis parce que du coup, Sora a dit à Tokomon que Yamato était dans un restaurant. Ouais. Voilà, du coup, ils sont partis directement là-bas, quoi. Donc Joe, on enchaîne ensuite avec une scène de Joe qui est dans la chambre et il pense il a entendu Yamato partir
Et il pense que, enfin, il se dit bon, il pense que Yamato ne reviendra pas, quoi. Et puis il se met à penser à la relation qu'il a avec Yamato. Il pense qu'au début il l'aimait pas beaucoup. Surtout, il disait surtout parce qu'il s'adressait pas à lui de manière correcte. Justement, il n'utilise pas le senpai et tout machin. Voilà. Et il disait qu'il pensait que à partir du moment où Taichi il pensait que pourtant il avait un rôle un peu similaire avec Yamato, c'était de retenir un peu Taichi dans son élan, tu vois. Mais j'arrive pas à relire ce que j'ai dit, il manque un truc. Oui, il dit, mais en fait, il dit qu'il sent comme un mur autour de Yamato, qui fait que c'est très difficile d'apprendre à le connaître, en fait. Et il se dit que Yamato n'est pas naturel avec les autres, qu'il le trouve pas naturel avec Takeru, au point de trouver ça difficile qu'ils soient frères, en fait, tous les deux. Ouais. Mais il s'est dit que le moment où Yamato a décidé de rester au restaurant pour l'aider, ça lui a fait super plaisir, quoi. Et il s'est dit que le fait qu'il veuille faire ça alors qu'ils n'ont jamais vraiment été très bons amis, quoi, il trouvait ça trop bien, donc il avait décidé que dans tous les cas, même si là Yamato il partait, il revenait pas, il lui en voudrait pas. Voilà. Sauf qu'au final, génial, Gabumon... Joe. Comment ? Joe est génial, pardon. Oui. Tu vois, il était pas très bien traité au début, justement, dans le premier roman, et là, dès ce moment-là, il est... Voilà, on sent qu'il est un peu plus sympa, quoi, voilà. Donc c'est Gabumon qui revient dans la chambre et qui leur dit bon, je vais vous annoncer quelque chose, mais il faut pas que vous criez. Et donc là, il y a Taichi qui sort. Enfin, Joe pense en fait que Gabumon va lui annoncer qu'il parte. Sauf qu'il y a Taichi qui arrive dans la chambre en mode coucou, c'est moi. Et sauf que là, Joe, du coup, il se met à crier. Donc tout le monde espère que Digitamamon n'a pas entendu. Mais finalement, si. Et quand ils vont pour partir, Digitamamon, il est en mode non, vous partirez pas. Joe, il supplie Digitamamon de laisser partir Yamato. Il va même jusqu'à se jeter sur Digitamamon, mais il finit à terre. Digitamamon menace même de tuer Joe si les autres ne se mettent pas à travailler pour lui. Donc tout le monde, il veut que Taichi, Takeru et tout, que tout le monde finisse à travailler pour lui. Il précise que c'est lui qui a passé beaucoup de temps à mettre de l'huile sur les assiettes, à machin et tout ça, et donc et qui veut pas les laisser partir. Donc là, pareil, ça semble pas être un plan de Pico Devimon, ou en tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment préciser si Pico Devimon lui a donné de l'argent ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a pas de Vegemon, là, c'est vraiment Digitamamon qui est à l'origine de tout. Donc, pendant la bataille, Joe, en fait, il dit aux autres de partir et il remercie Yamato. Et vraiment, il lui remercie d'être resté, tout ça. Et à ce moment-là, Yamato se sent coupable d'avoir voulu partir. Et l'emblème que Sora avait déposé dans la réserve se met à briller et arrive vers Yamato. Et du coup, c'est là que Garurumon surévolue en Were-Garurumon. On précise qu'il bat Digitamamon de manière différente. C'est-à-dire que l'attaque Kaiser Nail de Were-Garurumon va carrément casser la coquille de Digitamamon. Et ce qu'il y a à l'intérieur de Digitamamon, qui est décrit comme une espèce d'esprit un peu noir, quoi, s'enfuit. Genre, il dit qu'il part comme un ballon qui se dégonfle. Voilà. Et voilà comment se termine ce chapitre. Ok. La partie suivante s'appelle Au cœur de la ville. Donc, ce chapitre commence avec des petites précisions sur le Digivice. On nous précise qu'il y a un bouton qui permet de changer de fonction et que la fonction qui permet de savoir où se trouvent les autres, donc vous savez, les petits points rouges qui clignotent là. On voit dans ce moment-là dans la série d'ailleurs. Voilà, exactement. Et on précise que ça se débloque que pour ceux qui ont atteint le niveau parfait. C'est pour ça qu'il n'y a que le Digivice de Taichi et de Yamato qui sont capables de dire où sont les autres. Donc à ce moment-là, ils décident de se séparer. Dans la série d'ailleurs, quand ils recherchent Sora, ils sont que 3, donc Oshiro a cherché avec leur Digivice, parce que Mimi, Joe et Takeru, eux, n'ont pas... Effectivement, donc la règle est respectée dans la série, mais elle est juste jamais vraiment énoncée aussi clairement que dans le roman. Mais c'est intéressant d'avoir cette règle, de connaître cette règle, là, c'est un petit lore en plus. Un petit plus, petit détail. Fun fact, du coup, au moment de la séparation, au début, Yamato veut partir avec Joe. Son premier truc, c'est il dit moi je vais partir avec Joe, tu vois, en mode amitié retrouvée, quoi.
Et, Taichi... ils sont beaux, c'est un nouveau couple, ça y est. Et Taichi il propose à Takeru de le suivre, mais c'est Takeru qui dit non, je veux rester avec mon frère. Casseur de couple. Pas forcément, parce qu'en plus Taichi du coup il se dit c'est vrai que peut-être que Takeru veut prendre le temps de s'excuser auprès d'Yamato, d'avoir pensé pendant tous ces mois que c'était possible que son frère ne veuille plus de lui. Ouais, bon, bref. Donc finalement Joe part avec Taichi et puis voilà. Et sauf que avant de partir, Joe demande à Taichi mais qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant 2 mois? Où est-ce que t'étais? Et c'est Koromon qui raconte. Flashback. Exactement. Donc il explique que quand ils étaient dans le trou noir, il y a tous leurs sens qui se sont mélangés. Il dit qu'ils ont entendu des sons étranges et qu'à partir d'un moment, il a vu le son, qu'il a entendu une odeur d'huile brûlée, tu vois, et qu'il semblait tomber dans le trou noir infini, quoi, jusqu'à un moment où tout était illuminé. Et d'ailleurs, il précise qu'à ce moment-là, c'est là que Koromon s'est rendu compte qu'il était redevenu Koromon et qu'il n'était plus Metal Greymon. Et donc à ce moment-là, ils rentrent jusque chez Taichi. Et on précise que Ikari est la seule à les voir. C'est-à-dire qu'en fait, dans la rue, personne ne les voit. Ils sont comme des fantômes, en fait. Personne ne les voit. Comme dans l'épisode 21, en fait, à un moment, on voit les Digimon. Et Taichi dit, mais en fait, personne les voit, sauf lui. Eux, ils sont dans ce même état-là, en fait. Personne les voit, sauf Ikari. Et donc, au moment où ils arrivent chez lui, Ikari les voit. Ikari demande à Koromon s'il la reconnaît, parce qu'elle, elle semble le reconnaître et tout. Elle dit, oui, on s'est rencontrés il y a 3 ans. Mais Koromon s'en souvient pas. Et Taichi, du coup, il est surpris. Il demande à Ikari, mais il s'est passé quoi il y a 3 ans? Et Ikari, à ce moment-là, lui répond juste que si Taichi s'en souvient pas, ça servira à rien qu'elle lui dise. Et du coup, Taichi comprend pas trop. Mais par la fenêtre, il voit des centaines et des centaines de Numemon partout. Et à ce moment-là, Ikari lui dit qu'à un moment, en grandissant, elle s'est mise à voir les Digimon. Mais que comme personne autour d'elle ne les voyait, elle a décidé de ne pas en parler, quoi. Et donc à ce moment-là, Taichi et Koromon décident de retourner dans le monde numérique, enfin se mettent en fait à retourner dans le monde numérique, mais sans rien faire. Genre ils se mettent à disparaître. Il y a pas de bataille avec Ogremon et tout. Ils sont vraiment dans l'appartement et d'un seul coup ils se mettent à disparaître. Donc il n'y a pas de Koshiro qui appelle, viens nous sauver. Non, effectivement. Donc ça arrive tout seul et puis voilà. Et juste quand ils disparaissent, il y a juste Ikari qui répond, qui leur dit je suis certaine qu'on se reverra. Et c'est tout. Voilà. Donc ça se termine comme ça. Moi je trouve ça génial parce que je me suis toujours demandé pourquoi quand ils sont rentrés via ce trou noir, pourquoi ils se sont pas retrouvés au camp, tu vois. Et pourquoi ils se sont retrouvés au milieu de ce parc et tout machin, et que tout le monde pouvait les voir là. Là, je trouve ça vraiment génial de se dire que c'est exactement comme les Digimon. Personne ne les voit. Ils sont un peu comme des fantômes et tout. Enfin, je trouve que ce petit changement-là, il est génial. Non, c'est très intelligent, oui. Et ouais, et vachement sympa. Et ça permet de raccrocher les wagons. Pourquoi après, plus tard, ils se retrouvent au camp et tout ça. Enfin, oui, non, mais carrément, je suis d'accord. Je trouvais ça très bien. On passe au chapitre 5 qui s'appelle Le château de Vendémon. La première partie s'appelle L'esprit curieux. Donc on retrouve Koshiro qui est en train d'escalader la montagne. On précise qu'il ne sait pas pourquoi il est là et qu'il a l'impression qu'il trouvera les réponses au sommet. D'ailleurs, Tantomon, il trouve ça bizarre. Il dit parce que Koshiro, d'habitude, justement, il est toujours emmené par sa curiosité. Et là, il trouve ça bizarre. Il dit c'est bizarre, il sait pas trop pourquoi il est là. Voilà, enfin bref. On dit qu'il s'arrête à l'échoppe de Vedamon. Donc au début, Koshiro arrive et demande à Vedamon si le sommet est encore loin. Et Vedamon lui répond pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a un sommet? Il dit c'est pas parce qu'il y a une montagne qu'il y a un sommet. Et en fait, on précise que ça mène à des discussions. Vedamon et Koshiro en fait discutent pendant des jours et des jours, tu vois, sur plein de sujets. Jusqu'à ce que Vedamon emmène Koshiro dans la salle du mystérieux univers et en lui disant que c'est là-bas qu'il trouvera les réponses, et il finit par le piéger en fait, à le piéger là-bas. Mais en fait Koshiro il va vraiment de manière lucide, quoi. Il accepte d'y aller suite aux discussions qu'il a après les échanges qu'il a avec Vedamon, quoi. Et Vedamon lui explique que tous ses soucis viennent de son cœur curieux
et que pour extraire son cœur curieux, il faut qu'il oublie les mots, il faut qu'il oublie tous les mots de son vocabulaire, et pour commencer, il faut qu'il commence à perdre ses lettres. Et donc Koshiro se met à perdre des lettres jour par jour. Donc au début, ça commence par le T. C'est pour ça qu'il fait les A, B, C, D, E, F dans la série. Voilà, exact. Mais là, c'est l'inverse, en fait. C'est vraiment, du coup, chaque jour, il perd une lettre. Et donc, Tantomon, en fait, c'est bien fait dans le roman. Il perd les premières lettres qu'il perd, c'est toutes les lettres qui forment le mot Tantomon. Et à la fin, il reste plus que le E. Et du coup, Tantomon n'est réduit que... Enfin, quand Koshiro s'adresse à Tantomon, il l'appelle que E, tu vois. Jusqu'à ce qu'on précise que Koshiro est resté 71 jours dans le mystérieux univers sacré. Et Tantomon, du coup, a régressé en Babumon. Voilà. Et c'est à ce moment-là, donc c'est au 71e jour, que Vedamon récupère le cœur curieux de Koshiro. S'ensuit la scène où Babumon pleure, il y a les petites bulles et tout ça. Donc à ce moment-là, Koshiro revient à lui. Mais du coup, comme il a perdu les mots, il peut pas parler. Donc il se sert de son ordinateur pour écrire à Babumon ce qu'il veut dire. C'est exactement les mêmes dialogues que dans la série où il dit comme j'ai plus mon cœur curieux, je suis pas sûr, machin et tout. Mais en fait, c'est tout via son ordinateur qui communique. Je trouvais que c'était intéressant, ça aussi. Donc Koshiro sort du mystérieux univers sacré. Il y a Vedamon qui est en train de parler avec un client. On ne sait pas qui est ce client-là. Donc il n'y a pas d'histoire de Pico Devimon qui veut récupérer quoi que ce soit ou quoi. On ne sait pas si ce client-là c'est Pico Devimon ou quoi. On ne sait pas. Et donc Koshiro récupère son cœur curieux, et une fois dans le mystérieux univers sacré, il crie en fait, il dit qu'il veut savoir, qu'il veut récupérer tout son savoir et tout ça. Et à ce moment-là, il y a une étoile filante qui revient vers lui, et c'est son emblème. Son emblème se trouvait dans le mystérieux univers sacré. Et je pense que c'est pour ça notamment que cet emblème-là n'avait pas été trouvé par exemple par Tailmon et Wizardmon. Voilà. Et il précise que les nuages qu'il voyait au sommet de la montagne étaient une illusion créée par Vedamon. Il pense que s'il s'est retrouvé à escalader cette montagne, c'est qu'en fait il a été attiré par l'emblème sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il savait pas trop pourquoi il était là. Parce qu'il n'y a pas du tout cette histoire de recherche de Genai à ce moment-là. Koshiro n'est pas du tout en train de chercher Genai. Il s'est vraiment retrouvé là parce qu'il a été attiré là. Et on précise là qu'il y a Yamato et Takeru qui arrivent pour retrouver Koshiro comme dans l'épisode. On passe ensuite à la partie qui s'appelle La princesse du karaoké. C'est la rigolo meilleure parce que partie. C'est quasiment le même titre que la Sabane, alors que là c'est dans le roman, donc c'est très drôle. Donc tout ce chapitre il est écrit un peu comme un vieux conte. Ça commence par il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi nommé Tonosama Gekomon. Voilà. Donc au début on nous explique qu'il s'est retrouvé pétrifié à cause d'un sorcier en fait. On précise pas quel sorcier c'est. Donc est-ce que c'est genre Wizardmon ou pas, je sais pas, ou est-ce que c'est un autre issu de la même dimension que Wizardmon, on sait pas. On dit juste qu'en fait le sorcier a été accueilli au palais et que c'est Tonosama Gekomon a refusé de le laisser chanter. En fait, il enchaînait les chansons au karaoké et il a refusé de le laisser chanter. Et donc le sorcier en a eu marre et l'a envoyé dormir, en fait, l'a figé comme ça. Et en fait, il a fait une prédiction où il a dit vous verrez, ne vous inquiétez pas, il est pas mort, et dans 300 ans, il y aura une jeune fille qui est très douée au karaoké qui viendra là, qui va chanter et qui le réveillera. Voilà. Et effectivement, 300 ans plus tard, il y a Mimi. Donc il y a 300 ans, il savait déjà que Mimi existait et que. C'est ça, en tout cas, il savait qu'il y a une jeune fille qui serait là. Voilà. Ouais, c'est marrant. Il y a une sorte, ça fait vraiment une prophétie, c'est vraiment présenté comme un vieux conte, tu vois. Genre... Oui, avec une princesse et tout, et ça fait très conte de fées, c'est rigolo. Voilà. Et donc effectivement, 300 ans après, Mimi arrive. Donc il se passe la même chose que dans la série, en fait, elle est tellement spoilée par les... Enfin, gâtée pourrie par les Otamamon et Gekomon qu'au final, elle chante jamais, et tout ça, voilà. Elle devient égoïste.
Tout à fait. Donc on arrive, il y a Joe et Taichi qui arrivent au château. Sauf que là, il n'y a pas d'histoire d'enregistrement ou quoi. C'est dès la première rencontre. En fait, quand Taichi et Joe arrivent, Palmon, en fait, c'est à ce moment-là qu'elle se dispute avec Mimi parce qu'elle lui dit qu'elle reconnaît pas Mimi et tout. Et c'est à ce moment-là que Mimi décide de mettre tout le monde au cachot tout de suite, tu vois. Et à ce moment-là, pendant la nuit, du coup, elle rêve de Sora. Et le lendemain matin, en se réveillant, elle a son emblème dans sa main. Donc en fait, Sora a... lui a donné, ouais. Voilà, c'est Sora qui lui a donné son emblème. Donc finalement, elle chante. Tono-sama Gekomon se réveille. C'est un tyran. Et à ce moment-là, attention, l'emblème de Mimi se met à briller. Togemon évolue en Lilymon. Et son Flower Cannon frappe de plein fouet Tono-sama Gekomon. Et le château s'écroule sur lui et il se rendort. Mais ce n'est pas du tout comme dans la série. Exactement. Elle n'est pas sauvée par Taichi, non, c'est elle-même qui se sauve. Exactement, Lilymon évolue déjà à ce moment-là, du coup, dans le roman. D'accord, c'est... Et est-ce que... Oui, vas-y. Chose que je trouve très intéressant, et c'est vrai que dans la série, j'ai jamais vraiment compris pourquoi dans cet épisode-là, parce qu'en plus, on est l'épisode de Koshiro. C'est son emblème qui brille et tout, ouais. Et j'avais été très surpris, je me souviens m'être fait la réflexion à l'époque, me dire, tiens, c'est bizarre qu'elle évolue pas à ce moment-là, quoi. Bah, c'est dans la série, Joe et Mimi ont toujours été relégués, un peu comme Takeru, au second plan. C'était pas les combattants comment dire, ils ont jamais été considérés comme étant des combattants d'avant, mais plutôt des combattants de derrière. Et enfin voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Tri était intéressant en les mettant eux d'abord en évolution ultime plutôt que les autres, quoi. Mais bon. Mais du coup, Joe, lui, il faudra attendre comme dans la série. Il va pas évoluer avant. Suspense. Et Lilymon va réévoluer entre-temps, elle va réévoluer en Lilymon avant de réévoluer comme dans la série ou pas? Ouais, ok. Tout à fait. Elle va être utilisée... elle va vraiment servir à quelque chose. Voilà, plus tard. Voilà. Non mais Mimi est génial et Lilymon est génial. Donc, ok, bah, cool. Partie suivante, nous sommes sur le secret des emblèmes. Donc là, tout le chapitre, il est écrit du point de vue de Piyomon. En fait, on n'a que Piyomon qui pose des questions ou quoi, ou qui pense. Voilà, il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment on suit ce qu'elle demande à Sora, tout ça, voilà. Et donc du coup, Piyomon se demande pourquoi Sora veut pas rejoindre les autres et elle se dit que c'est à cause de ce qu'il lui a dit dans l'entrepôt souterrain où ils ont trouvé les emblèmes, justement. On précise que après que Taichi et Agumon aient disparu, l'ordinateur de Koshiro était inutilisable parce que le trou noir avait détruit le réseau des Témon. Du coup, parce que juste avant, Koshiro pouvait se connecter au réseau des Témon pour communiquer avec Santarumon, avec Genai et tout ça. Mais en fait, après l'apparition du trou noir, l'ordinateur pouvait plus être utilisé. C'est pour ça qu'ils étaient tout seuls avec Piccolomon et qu'ils n'avaient pas de moyen de trouver quoi que ce soit. Voilà. Quand Sora et Piyomon ont quitté le groupe, elles ont fini par trouver cet entrepôt dont l'entrée justement était en bas de la montagne. Piyomon pense que c'est l'emblème de l'amour qui les a attirés là-bas. C'est pour ça qu'ils ont trouvé cet endroit. D'ailleurs, Piyomon décrit la forêt dans laquelle elles sont comme un endroit où le soleil traverse même pas les arbres. Voilà. Elle précise qu'on y entend des bruits de Digimon, mais que pourtant on n'en voit jamais, quoi. Donc c'est vraiment un endroit un peu effrayant. Voilà, alors que dans la série, je trouve qu'il est pas présenté aussi sombre. Cet endroit, c'est l'endroit où justement ils ont la confrontation avec Pico Devimon et tout. Ouais. Là, c'est vraiment présenté comme un endroit très 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 sombre. Voilà. Elle dit que quand elles sont arrivées près de la montagne, il y a un gros rocher qui s'est ouvert et une lumière rose qui en est sortie avec Pico Devimon. En fait, Pico Devimon était à l'intérieur de l'entrepôt et c'est comme ça qu'il a su que Sora avait l'emblème de l'amour. Du coup, c'est parce que comme l'emblème s'est mis à briller, il a fait ah bah tiens. Voilà. Ah bah si, bah là tu vois, c'est précisé là à cet endroit-là que c'est Tailmon qui a trouvé les emblèmes.
Voilà. Donc c'est Tailmon qui avait été chargé de retrouver les emblèmes et Pico Devimon était chargé de les surveiller. Voilà. Donc à ce moment-là, il a l'emblème de l'amour dans ses griffes et Sora remarque qu'il y a d'autres emblèmes dans l'entrepôt. Piomon évolue en Birdramon, elle bat Pico Devimon sans souci, hein, n'est-ce pas ? Oui. On précise que l'entrepôt est tellement grand que Birdramon peut tenir à l'intérieur sans problème. Et qu'il est gigantesque, mais qu'on ne peut pas le repérer de l'extérieur. Enfin, il est super bien caché, quoi, hyper bien fondu dans la montagne. Voilà. À ce moment-là, il reste 15 minutes. Je me dépêche. À ce moment-là, on précise que Sora ne sait pas ce que c'est l'amour, pas uniquement à cause du comportement de sa mère, mais aussi parce que son père n'est jamais à la maison et que sa mère ne va jamais le voir. Tu vois, donc elle se dit, en fait, elle pense qu'il n'y a pas d'amour entre ses parents. Enfin, en tout cas, elle ne le voit pas. Et elle précise qu'à la maison aussi, sa mère est très stricte. Donc, il y a cette histoire de match de foot auquel sa mère ne voulait pas qu'elle assiste et tout, machin, voilà. Et pendant cette discussion, en fait, elle voit passer David Ramon qui tire un carrosse avec Pico Devimon derrière. Et donc, elle voit l'arrivée de Vendémon qui sort de son cercueil au loin, en fait. Et il voit que tout le monde se fait terrasser et tout ça. Et à ce moment-là, Birdramon va se battre et évolue ensuite en Garudamon. Donc un peu exactement de la même manière que dans la série, Sora voulait pas la laisser partir, puis finalement si, voilà. Mais il n'y a pas d'histoire de Piomon blessé du coup. On nous précise juste que l'attaque de Garudamon, ça consiste à envoyer un double de son propre corps, mais enflammé. Voilà. Moi, j'avais jamais vraiment compris dans la série ce que c'était censé être. Oui, non, mais si, finalement, quand tu dis ça, ouais, en fait, ouais. Mais voilà. On passe ensuite, donc le combat se passe exactement de la même manière. Ils arrivent à s'enfuir dans les mains de Garudamon. On passe au truc suivant qui s'appelle la demeure sous-marine de Genai. Du coup, il n'y a pas la petite phrase de Mimi et Joe sur tu sais pourquoi elle est triste, c'est l'amour. Non, parce que là, ils sont en train de voler. Je crois qu'il y a quand même Sora je crois à ce moment-là qui se dit finalement j'agissais comme ma mère et tout, mais c'est tout. Il n'y a pas effectivement cette petite interaction. Ok. Donc ils sont en train de voler au-dessus de Templake dans les bras de Garudamon. Patamon fait remarquer qu'il reste plus que lui et Gomamon qui n'ont pas encore évolué. Et Gomamon fait remarquer à Joe qu'il avait déjà été en retard pour évoluer au tout début, donc qu'il faut que Joe s'y mette, quoi. On précise qu'à ce moment-là, Joe fait rire tout le monde. Genre, il répond de manière un peu dramatique et ça fait rire tout le monde, tu vois. Et il dit que maintenant, il met un point d'honneur à réconforter un peu tout le monde, tu vois. Genre, il a abandonné l'idée d'être le meneur du groupe juste parce qu'il est l'aîné. Et du coup, ça lui permet de se comporter de manière beaucoup plus naturelle avec les autres maintenant. Et il accepte un peu son rôle de gars un peu rigolo, quoi, qui fait rire les autres et qui est là pour faire remonter le moral des autres. Voilà. C'est cool. À ce moment-là, l'eau se met à se fendre en deux et il y a une maison tout en bas et c'est Santarumon qui sort de la maison. Et donc les enfants, ils décident d'atterrir. Et une fois qu'ils sont dans la maison, la porte refermée, l'eau reprend sa place et ils se retrouvent sous l'eau, donc exactement comme dans la série. Voilà. Donc Santarumon vit chez Genai. Exactement. Ou en tout cas, il est chez Genai à ce moment-là. Voilà, donc Santarumon précise que maintenir le lac ouvert, ça désactive la barrière. Donc c'est pour ça qu'il fallait que tout le monde soit à l'intérieur. Voilà. Donc là, les enfants se mangent, se reposent, et c'est là que Genai apparaît. Donc à ce moment-là, ils sont tous en mode « Oh mon Dieu, Genai, mais oh là là !» Et quand Taichi demande, comme dans la série, il dit « Pourquoi vous êtes jamais venu nous voir ?» Genai lui répond qu'une vieille douleur dans le dos l'empêche de quitter la barrière. Oh. Voilà l'explication, en fait. On n'a pas, je crois que, je sais pas si la scène est expliquée dans le volume 3, mais cette petite bille noire que Piemon a mis à l'intérieur de Genai, ça a créé en tout cas quelque chose. On sait qu'apparemment c'est ça qui l'a fait vieillir. Mais c'est pour ça qu'il reste en fait dans le lac, au fond du lac, dans sa maison avec la barrière. On pense, moi en tout cas, je suppose que la barrière fonctionne dans les deux sens, qui fait que ça permet à Genai de ne pas être corrompu par la force maléfique en fait, contenue dans cette bille, et c'est pour ça qu'il est contenu à l'intérieur de la barrière en bas.
et qui peut pas quitter la barrière. Donc j'ai trouvé que c'était une précision hyper intéressante. J'ai même trouvé ça dommage que ce soit pas donné dans la série, ouais, que ce soit pas donné plus en détail dans la série. Et ben si le 5 janvier c'est un remake que l'on a, et ben on aura peut-être des précisions de ce genre dans ce remake. Voilà. Donc ensuite Koshiro va poser plein de questions à Genai, et la pièce dans laquelle il se trouve, il précise qu'il y a plein de petites machines partout. Ça fait référence justement aux poissons, notamment dans la série. Genai il précise que c'est lui qui a façonné les poissons qu'il y a dans le lac, qui fait plein de petits robots, et en fait c'est comme ça que Genai occupe ses journées, quoi. Donc Koshiro demande à Genai s'il est un Digimon. Genai lui répond qu'il n'a pas d'attribut, qu'il est un agent au service d'homéostasis. Il mentionne déjà homéostasis. Il précise qu'homéostasis correspond un peu. Alors il dit, mot pour mot, il dit homéostasis, il gouverne, ou plutôt il surveille la stabilité du monde numérique. Il dit, est-ce que c'est plus compréhensible si je le décris comme un système de sécurité? Voilà. Il dit homéostasis n'a pas de forme physique, donc il a besoin de quelqu'un qui puisse agir, être ses bras et ses jambes en quelque sorte, et ce sont les agents. Donc ce qu'est Genai. Okay. Voilà. Donc Koshiro à ce moment-là demande si c'est homéostasis qui les a choisis. Genai confirme. Il lui demande ce que sont les emblèmes et les digivices. À ce moment-là, Genai répond « Ce sont des outils conçus pour correspondre aux qualités uniques de chaque enfant élu. » Je comprends pas très bien ma phrase, mais il dit « Chacune de leurs fonctions est différente, mais pour être mutuellement liées, vous, enfants élus et partenaires Digimon, doivent partager un certain type d'informations. » Mais Genai dit qu'en gros, il donne des explications un peu floues sur le fonctionnement, mais il précise qu'il sait pas tout comment ça fonctionne, quoi, qu'il a pas toutes les réponses. Voilà. Et Genai, il leur dit que pour l'instant, il faut se reposer et qu'il leur expliquera demain ce qu'ils doivent faire, quelle est leur mission. Et effectivement, le lendemain, il explique aux enfants élus le plan de Vendémon, qui est de partir dans le monde réel pour trouver le huitième élu. Ça, on sait. Et le tuer. On passe à la partie 5 qui s'appelle Opération Invasion du monde réel. Donc dans le château de Vendémon, il y a Pico Devimon qui est en train d'être torturé. Donc exactement ce qu'on voit à la fin d'un épisode où il est suspendu au-dessus du feu. Voilà. Ouais. On parle vraiment là d'une salle de torture dans laquelle il y a du sang séché sur les murs et tout. Il y a Wizardmon et Tailmon qui assistent à la scène, et on précise qu'au bout d'un moment, quand Vendémon il en a marre, il arrête de torturer Pico Devimon et il s'en va. Tailmon et Wizardmon le suivent dans le château. Là, on découvre que le château il est sans dessus-dessous. On précise que si on sait pas où on va, on peut se retrouver perdu et devenir complètement fou. Là, à ce moment-là, on découvre la salle de la stèle. On précise que Vendémon est en possession des cartes qui permettent d'ouvrir la porte. À ce moment-là, les enfants arrivent dans le château. Ils doivent se battre avec Dokugumon. C'est Gabumon et Palmon qui évoluent en Wergarumon et Lilymon pour les affronter. Super. Agumon veut évoluer, mais Taichi lui dit qu'il est trop grand et que ça risquerait de causer trop de dégâts, et que s'il évolue en Metalgamon, il va écraser tout le monde. Voilà. Et que c'est pour ça que c'est des petits Digimon comme Wergarumon et Lilymon qui sont... Voilà. Donc ils savent qu'ils doivent atteindre la salle de la stèle, mais là il y a des Vegemon qui arrivent, c'est Tantomon qui s'en débarrasse, ensuite il y a Nanimon qui arrive, mais là ça c'est enchaîné de manière vraiment très rapide dans le roman. Il y a Pico Devimon qui prévient Vendémon que les enfants sont arrivés, mais celui-ci dit qu'il va pas s'en occuper parce que tout le monde est prêt à partir, y compris les soldats recrutés par Tailmon. Quand les enfants arrivent dans la salle de la stèle, Pico Devimon il essaye d'ordonner aux Digimon de les attaquer, mais il y a personne qui bouge. Donc personne ne respecte Pico Devimon. Et Tailmon dit à tout le monde, il dit aux Digimon de partir et de suivre Vendémon. Donc là, il a ouvert le portail et tout le monde, il a ouvert la porte, tout le monde est en train de partir. Tailmon dit partez tous, et elle va s'occuper des enfants élus. Il y a une petite scène où Wizardmon dit qu'il s'inquiète pour elle, mais elle lui dit non, vas-y, va dans le portail, tu sais ce que tu dois faire. Et à ce moment-là, Wizardmon se dit qu'il se retourne une dernière fois vers Tailmon pour essayer de graver dans sa mémoire ces derniers instants, parce qu'il sait qu'il ne reviendra jamais dans ce monde-là. Voilà, donc là, il n'y a pas de David Ramon, c'est juste Tailmon qui terrasse tous les autres. Qui met l'amende tout le monde, ouais. Voilà, qui terrasse tout le monde. Et elle passe juste au moment où la porte se referme, quoi.
Donc les élus se retrouvent devant la porte fermée et toutes les cartes qui ont servi à ouvrir la porte sont encore là en fait par terre. Donc ils récupèrent les cartes. Il n'y en a pas une en plus du coup. Genai, on précise que Genai leur a déjà parlé chez lui, en fait il leur a déjà parlé des cartes et tout ça, donc là ils sont vraiment en mode il faut s'en occuper et réouvrir la porte. Taichi demande à Koshiro de le faire. C'est à ce moment-là que Koshiro a son flashback avec les parents, où en fait il précise la scène où il a entendu ses parents dire qu'il avait été adopté. Et il dit que depuis ça, en fait, il se sent un peu comme un être humain inutile, pas à sa place. Et de là, de voir que les autres ont besoin de lui, ça le touche beaucoup. Donc il arrive, il fait avec son ordinateur, il trouve comment placer les cartes. La porte s'ouvre, tout le monde y va. Voilà. On passe ensuite au dernier chapitre du roman avec en 5 parties. Je vais essayer de pas trop traîner. Ah, mais ça sera un podcast d'1h20. Voilà, on l'assume. Je me dépêche. Chapitre 6 qui s'appelle... On le prolonge, on prend 15 minutes de plus, c'est pas grave. Ok, donc chapitre... Après, ça va pas aller trop vite. Il y a quand même pas mal d'éléments qui changent, mais voilà. Le chapitre 6 s'appelle Tokyo. Le premier point, c'est 1er août 99. Donc là, on se retrouve tout de suite avec les enfants devant les bus. Ils sont retournés à Odaiba, là. Donc, ils sont arrivés... ils sont de retour à Odaiba. Les bus les a ramenés là et tout, parce que le camp a été annulé à cause de la neige. Il y a le professeur Fujiyama qui fait référence à une vraie histoire, en fait, une prédiction de Nostradamus, qui précisait qu'il y avait une tragédie qui allait se passer, enfin, que quelque chose de terrible allait se passer en juillet 99. Je trouve ça très rigolo d'ailleurs parce que c'est un vrai truc qui existe. Nostradamus avait apparemment fait une vraie prédiction qu'il allait y avoir une énorme catastrophe ou genre une sorte de fin du monde. Il y en a eu une, il y a eu Digimon. Voilà, exactement, en juillet 99. Je trouve ça très drôle. On précise qu'à ce moment-là, le prof il a pas remarqué qu'il y a certains enfants qui avaient plus de bagages en repartant qu'en venant. Donc en fait, il a pas vu les Digimon. La scène suivante, on retrouve Joe qui s'est écarté du bus, Gomamon qui sort de son sac. On apprend que les Digimon qui étaient trop gros pour être transportés, comme Agumon par exemple, ont passé le voyage en fait accrochés sur le toit du bus. Ah. Et que quand les bus se sont garés, ils sont allés se cacher, dans les fourrés pas loin, quoi, voilà. Et en fait là, tous les enfants se retrouvent. Il y a Patamon qui est sur le chapeau de Takeru. On précise du coup il y a Tanemon et Tsunomon, du coup vu qu'ils ils avaient évolué dans le château, qui sont portés par Yamato et Mimi. Et on suppose que tous les autres ont fait le trajet sur le toit. Voilà. À ce moment-là, Koshiro avait vérifié les nouvelles sur son ordinateur dans le bus pour s'assurer. Et en fait, comme il n'y a aucune nouvelle qui pourrait suggérer que Vandemon a fait quoi que ce soit, ils décident tous de rentrer chez eux, de se reposer et puis de se retrouver le lendemain pour voir comment ils vont faire pour retrouver le huitième enfant élu. Voilà, on précise qu'à Tokyo, il fait très 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 chaud, rien à voir avec la tempête de neige au camp. On suit Joe qui rentre chez lui. Il explique qu'en rentrant dans le monde réel, il pensait que ce serait l'hiver, du coup, après tout le temps qui s'est écoulé dans le monde numérique, mais que de retour au camp, ils se sont rendus compte très rapidement que leur aventure dans le monde numérique n'était pas un rêve parce que les Digimon étaient avec eux et qu'en fait, ils étaient toujours le 1er août. Du coup, dans le flashback de Taichi, il savait pas qu'il s'était pas écoulé de temps. Voilà. C'est vraiment à ce moment-là, quand ils ont retrouvé au camp les autres et puis le professeur, qu'ils se sont rendus compte que c'était toujours le 1er août. Le reste du groupe rentre ensemble. La première à quitter le groupe, c'est Mimi. Limite, elle pleure quand elle voit son immeuble, tout ça. Les autres rentrent chez lui. Elle vit dans un appartement ou une maison, Mimi ? En appartement. Tout le monde, okay. Ils sont tous en appartement. Voilà, donc il reste plus que Takeru et Yamato. Et Yamato est un peu figé, quoi. Et Takeru, en lui demandant si tout va bien, il revient un peu à lui, Yamato, et il se dit de toute façon, son père sera pas à la maison parce qu'il sera en train de travailler. On passe ensuite à une scène où Taichi rentre chez lui. Sa mère précise à ce moment-là qu'elle savait qu'il rentrait parce qu'ils ont été prévenus que le camp a été annulé, donc ils sont pas genre en mode tiens Taichi, qu'est-ce que tu fais là ? Non, ils ont été prévenus que le camp a été annulé. Donc Taichi fait rentrer Agumon en douce dans sa chambre. Et donc ensuite il y a la scène où Taichi pleure dans les bras de sa mère. Dans la chambre il y a Hikari qui voit Agumon et qui lui dit ah c'est toi Koromon, cette fois-ci tu es plus petit. Agumon il est un peu perdu, puis il dit que maintenant il s'appelle Agumon. Et il lui demande si sa fièvre va mieux. Voilà.
Ensuite, on retrouve Koshiro qui est chez lui. Sa mère trouve qu'il y a quelque chose de changé, elle sait pas quoi, elle dit tiens c'est bizarre, voilà. Mais bon, au final, elle décide de pas creuser l'affaire. On précise que l'appartement de Koshiro, il est au premier étage, parce que du coup, il fait rentrer Tantomon par la fenêtre de sa chambre et qu'il l'attendait dans le jardin en bas. Il voit qu'il y a Piyomon qui vole un peu au-dessus d'eux, donc on suppose que Sora, il y habite un peu dans le même immeuble. Piyomon rentre par la fenêtre et la maison de Sora est vide. Parce que Sora, elle dit ah bah oui c'est vrai, ma mère elle était en train de donner un cours donc elle va rentrer tard. Piyomon est déçue parce qu'elle dit ah mais moi je voulais rencontrer ta maman. Et Sora elle plaisante en lui disant que de toute façon elle aurait pas pu lui présenter maintenant parce qu'elle allait pas lui mettre un Digimon face à sa mère là comme ça. Mais elle lui dit je te promets qu'un jour je te la présenterai. Ensuite on retrouve Mimi. C'est elle qui est en train de manger le riz frit au kimchi avec la chantilly et des fraises. Voilà. On précise que sa mère lui sert aussi une salade de udon froid avec des morceaux de jambon et du sirop de chocolat. Donc en fait, je trouve ça très marrant parce que dans Tri, elle est présentée que, tu sais, à un moment, au pique-nique, elle a des trucs improbables et tout. Oui. Mais en fait, c'est parce qu'elle a l'habitude de manger ça chez elle. Oui, c'est sa mère qui fait n'importe quoi en cuisine. Oui. Mais c'est pour ça que c'est où on disait que dans la pièce de théâtre, Mimi disait qu'elle voulait faire la cuisine expérimentale. Voilà, mais c'est ça en fait, sa mère fait ça. Et c'est un truc, du coup je m'en étais jamais rendu compte, mais en fait le riz frit au kimchi avec la chantilly et des fraises, c'est chelou comme plat. Oui, mais du coup ça correspond avec le fait que plus tard dans l'épilogue elle fasse de la cuisine une émission de cuisine, parce qu'en fait je pense qu'elle est vraiment dans un délire de cuisine bizarroïde quoi. Mais je trouve ça trop génial, et du coup c'est rigolo parce que du coup Mimi emmène le reste de nourriture dans sa chambre. D'ailleurs on précise que la mère de Mimi elle trouve jamais le comportement de sa fille bizarre. Il est même dit dans le roman, il précise que si elle avait trouvé sa fille en train de nourrir une espèce de peluche qui bouge, limite ça lui aurait pas paru bizarre quoi. Voilà. Et donc Tanemon, elle adore ce que sa mère lui fait, elle lui dit mais ta mère elle est trop forte et tout. Ça me fait trop rire parce que je me dis c'est hyper chelou le plat qu'elle a à faire, mais bon bref. À ce moment-là, il y a quand même un petit moment de tristesse où en fait Mimi, à ce moment-là, elle se dit qu'elle aurait bien aimé que Tanemon reste ici pour toujours, tu vois. Sauf que Tanemon lui dit on peut pas parce qu'on a une mission à faire. Et Mimi se dit qu'après tous les efforts qu'ils ont fait pour rentrer, ça la rend un peu triste de savoir qu'elle va devoir se battre à nouveau. Voilà. Ensuite, on retrouve Joe qui prend un bon bain chaud. Et là, en fait, il parle de ses études et de ses examens d'entrée pour son collège. Parce qu'on précise qu'il est en 6e, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, au Japon, le collège commence à la 5e. En 6e, en fait, on est encore en primaire. Donc lui, en fait, il avait prévu de passer un examen pour rentrer dans un super collège hyper bien coté. Sauf que il avait un peu abandonné cette idée-là dans le monde numérique parce qu'il pensait que le jour de l'examen, il serait déjà passé quand il allait rentrer. Sauf que là, de savoir que c'est encore le 1er août, ça change tout. Et il veut s'y remettre. Et du coup, Gomamon, il se demande à Joe en lui disant mais avec tout ce qui se passe, pourquoi tu veux te remettre dans des études quoi. Et en fait, Joe, il lui explique un peu la pression qu'il ressent pour être au niveau de son père qui est docteur et de ses frères, parce qu'on apprend des détails, c'est que Shin, il dit pendant toute sa scolarité, il a été président du conseil des élèves. Shu, il était super doué en athlétisme, il a été même qualifié une fois pour des championnats nationaux. Donc en fait, Joe se met énormément de pression parce qu'il a envie d'être à la hauteur quoi. Quand Joe il regarde son Digivice, il remarque que le sien il peut pas indiquer la localisation des autres comme les Digivice des autres, voilà. Et ça se termine comme ça. C'est le seul. Oui, il y a Takeru aussi qui peut pas, mais voilà. Oui, mais lui c'est un petit, c'est pas grave. On passe au point suivant qui s'appelle Nuit. Donc là, on retrouve Takeru et Yamato qui sont sur la ligne de Yurikamome. C'est le monorail qu'on peut voir un moment dans la série, donc en direction de Shimbashi. Takeru s'est arrêté chez leur père pour manger des pâtes avant d'être ramené par Yamato. Voilà, le père était bien au travail, donc il n'a pas recroisé Takeru. On apprend que c'est un dimanche soir. Voilà. Et en fait, c'est Yamato qui a pris l'initiative de ramener Takeru parce qu'il se dit jusqu'à Sangenjaya, donc là où habite leur mère, parce qu'il se dit que Takeru n'a pas parlé à sa mère depuis genre 6 mois et que même si Takeru n'a pas fait de réflexions qui vont dans ce sens-là, il se dit Takeru, sa mère doit lui manquer, donc il veut le ramener. Voilà.
On précise à ce moment-là que Wizardmon les regarde dans le train. Il est à l'extérieur, mais il les poursuit pas et il disparaît dans la nuit. On a ensuite une scène qui se passe à la station de télévision où on précise que les problèmes de communication se font sentir déjà. Ça a commencé à Nerima et ça commence à se répandre dans tout Tokyo. Et donc Hiroaki, qui est à la station de télévision, cherche à savoir ce qui se passe. Il est au téléphone avec son assistante Chioka qui lui est en train de faire des images à l'extérieur. Et du coup, pour l'instant, il penche sur la théorie que il y a quelqu'un qui a un brouilleur de communication qui se balade illégalement dans Odaiba avec ça. Sauf que personne n'arrive à trouver le véhicule qui pourrait causer ça. Ok. Voilà. Ensuite, on est sur une autre scène où on retrouve Tailmon qui est à Ginza. Elle est rejointe par Pico Devimon. Pico Devimon lui dit alors, t'as trouvé le huitième élu. Et quand Tailmon lui dit non, mais et toi, où est-ce que t'en es? Là, Pico Devimon lui dit moi, c'est pas mon travail de trouver le 8e enfant élu. Je suis juste là pour faire des rapports à Vendémon. Donc je trouve ça sympa et du coup, il a pas du tout le même. Enfin, il est pas dans la série. Il est très motivé par le fait de trouver le 8e enfant élu. Là, il précise vraiment que c'est pas son rôle, quoi. Donc à ce moment-là, on précise que Vendémon maîtrise les arts maléfiques et que c'est ça qui lui a permis de créer des copies de l'emblème d'Ikari. On précise pas plus comment ça a été fait, mais voilà. On précise que c'est le fait qu'il y ait des Digimon au niveau adulte dans le monde réel, c'est ça qui provoque des grosses perturbations électriques. Donc ça fait bugger tous les systèmes de communication, les feux et tout ça, voilà. On précise qu'il y en a certains qui cherchent, que les gros Digimon en fait cherchent dans le ciel, d'autres dans les égouts, et ceux qui ont une forme un peu plus humaine comme Wizardmon ou qui sont un peu petits comme Tailmon, bah, ils cherchent dans la ville, quoi. Voilà. Logique. Tailmon demande où est Vendémon, et Pico Devimon lui dit que Vendémon est parti chercher, est parti manger, voilà. Que parce que Vendémon ne s'est pas rendu compte de la force du soleil de Tokyo en plein mois d'août, quoi. Et du coup, on précise qu'il partage exactement les mêmes caractéristiques. Ça a beau être un Digimon, il partage les mêmes caractéristiques qu'un vrai vampire. Voilà, et que dans le monde numérique, son château en fait était toujours entouré de grands nuages noirs et que c'est pour ça qu'il avait jamais à gérer ça. Et donc là, dans le monde réel, il part agresser des jeunes femmes pour gagner de la force. Wizardmon, qui se cachait non loin de là, a attendu que Pico Devimon reparte pour arriver vers Tailmon et lui dire « Tailmon, j'ai quelque chose à te dire ». Juste après ça, on retrouve Koshiro chez lui, en train de tester toutes les fonctionnalités que Genai a installées sur son ordinateur. Et il finit par connecter son Digivice à l'ordinateur. Et là, d'un coup, il remarque 2 points qui apparaissent à l'écran. Et il remarque que Yamato et Takeru sont en train de quitter Odaiba. Et il remarque quelque chose qui l'intrigue. Alors voilà, la scène suivante, on décrit une sorte de nuage noir dans une sorte de brouillard dans lequel se déplace la calèche de Vendémon. On précise que derrière lui, il laisse une femme inconsciente, tout ça, voilà. On passe au point suivant qui s'appelle Digimon de type Shibuya. Ah bah, donc là, on commence ce chapitre. Voilà, on commence ce chapitre directement à Shibuya. Yamato et Takeru sont déjà sortis de la ligne de chemin de la ligne. Et on précise que Takeru il s'en veut parce que à ce moment-là, on nous explique que Patamon et lui se sont disputés justement parce que Patamon a fait une réflexion comme quoi ils avaient du mal à se séparer et tout ça machin. Donc il tombe à ce moment-là sur Pupmon et Gotsumon comme dans la série. Donc il y a Tsunomon qui évolue en Gabumon, tout ça. Mais sauf que les deux, ils préfèrent s'amuser, donc ils font n'importe quoi. Et Yamato et Takeru, ils les suivent un petit peu, mais sans trop savoir pourquoi ils les suivent au final. Pendant ce temps, il y a Koshiro qui est sorti par la fenêtre de son appartement, qui va jusque chez Taichi, et il explique à Tantomon, il lui montre son Digivice, il lui dit, tu vois, il y a 6 points rouges sur mon Digivice, moi c'est celui du milieu, ceux-là c'est Joe, Sora, Mimi, mais là il y a 2 points presque l'un sur l'autre. Et Tantomon il dit, c'est pas Taichi et Yamato qui habitent presque au même endroit, et Koshiro lui dit, non, Yamato et Takeru sont partis, donc c'est forcément le 8e enfant élu. À ce moment-là, on retrouve Takeru et Yamato avec les 2 Digimon qui font n'importe quoi. Vendémon arrive. Et quand Vendémon demande à Pumpmon et Gotsumon ce qu'ils font là, en fait, il sait déjà tout.
Donc là, tout se passe comme dans la série, il les attaque. Voilà, il n'y a pas le passage, tu sais, où il dit pourquoi vous attaquez pas les élus et tout, où il se met à les chasser. Là, on est vraiment sur la scène où tout de suite, il s'en prend à Pumpmon et Gotsumon. Tout se passe comme dans la série, donc Vandemon sait que Takeru et Yamato sont pas loin. Le combat commence. On retourne à Koshiro qui va jusque devant la porte des Yagami. Il se dit que il y a Taichi qui avait mentionné qu'il avait une petite sœur. Du coup, il se demande si c'est pas elle, la 8e élue, mais il ose pas sonner parce qu'il est super tard. Donc, il préfère rentrer chez lui et appeler Taichi au téléphone. On retrouve Patamon qui est devant la statue d'Hachiko. On précise qu'on ne sait pas pourquoi il est là. Voilà. Un autre point intéressant, c'est qu'on explique aussi pourquoi Patamon il a pris un coup de sang et il est parti. C'est parce qu'en fait, les sentiments des enfants sont liés à ceux des Digimon. Et donc, comme Takeru était énervé dans le métro, c'est pour ça que Patamon s'est senti énervé et est parti. Et donc là, à ce moment-là, comme Takeru se sent triste... c'est pour ça que quand Mimi pleure, Patamon pleure et ainsi de suite. Exactement. En fait, toutes les émotions sont vraiment liées... tout le temps, quoi, et voilà, et c'est pour ça que et c'est pour ça que notamment à ce moment-là, Patamon il se sent triste parce qu'il sent en fait la tristesse de Takeru qui s'en veut, quoi. Il repère la bataille au loin et à ce moment-là, Takeru appelle désespérément à l'aide. Il dit à l'aide quelqu'un, Patamon, et c'est à ce moment-là que Patamon évolue en Angemon. On précise que j'aime bien cette petite précision, mais après c'est comme dans la série, mais Takeru précise que quand il revoit Angemon, il a un mélange de soulagement et de peur parce qu'il se dit la dernière fois qu'il avait vu Angemon, c'est quand c'était face à Devimon et qu'après Angemon avait disparu, quoi. Vandemon à ce moment-là, il dit qu'il peut sentir les pouvoirs sacrés. Il sent que le Digimon avec les pouvoirs sacrés arrive derrière lui, donc il a juste le temps de contrer son attaque et tout ça. Il décide de pas finir le combat parce qu'il doit encore finir de se nourrir pour vraiment gagner des forces. Voilà, donc comme dans la série, il y a une dernière attaque qui laisse Gabumon et Patamon. Voilà. On passe au point suivant qui s'appelle Rencontre. Donc là, il y a Koshiro qui appelle Taichi, qui lui fait part de sa découverte. Il dit Taichi, regarde ton Digivice. Et là, Taichi, il est choqué parce qu'il voit 2 points. Il voit le sien et un autre. Et quand il retourne dans sa chambre, il y a Agumon qui lui dit il y a Ikari qui est dehors sur le balcon. Donc là, Taichi sort. Il voit Wizardmon avec son bâton et son livre en train de dire à Tailmon rappelle-toi de ton passé, machin, tout ça. Attends, mais du coup, on squeeze une journée Parce que là, complètement, oui. Parce qu'on est là, nuit du 1er au 2 août et c'est censé être la nuit du 2 au 3 août, ça. Ouais, mais là, non, on est vraiment la nuit du 1er août 99. Tout se passe la nuit du 1er août 99. Et donc, on n'aura pas la journée avec School Meramon et tout ça, les albums, les annuaires et tout ça, toute cette journée-là, elle est squeezée. Voilà. Exactement. Koshiro, en fait, grâce à son Digivice... En même temps, c'est tellement logique, le Digivice. Oui. Après, dans la série, ils ont fait quand même un truc où, tu sais, ça marche, où ils disaient... le truc marche que sur une très, très, très courte distance, tu vois, et tout. Là, c'est vraiment pas précisé. Koshiro voit tout de suite... Mais je trouve que c'est pas bête d'avoir fait ça, ouais. Donc, du coup, c'est la scène de rencontre. Exactement. Donc là, Tailmon se souvient de son passé... se souvient quel est le 8e enfant, machin. Quand Taichi demande à Ikari où est-ce qu'elle a trouvé son Digivice, Ikari lui répond qu'elle l'avait trouvé quand Taichi est revenu. Donc il a jamais disparu le Digivice, son chat l'a jamais... non, justement, et c'est là le truc, c'est qu'entre-temps, il avait redisparu, mais que là, elle vient de le retrouver sur le balcon. Donc il y a quand même eu l'histoire avec le chat et tout. Mais parce que normalement, c'est censé se passer la journée du 2 août. Et Ikari est censé rencontrer Tailmon dans la rue et compagnie, donc ça se passe pas. Ouais. Là, ça se passe pas. Là, il y a tout de suite la rencontre sur le balcon. Mais apparemment, c'est pas Wizardmon qui lui ramène son Digivice. Elle précise qu'elle l'a retrouvé là sur le balcon il y a très peu de temps, quoi. Voilà. Donc, à ce moment-là, il y a une petite phrase où c'est marqué que Taichi se dit que si Koromon et lui se sont retrouvés à Odaiba après avoir été aspirés dans le trou noir après la bataille face à Etemon, c'était sûrement pas une coïncidence, mais que cette pensée ne traverserait l'esprit de Taichi que bien plus tard, après que tous les événements soient terminés. Voilà. Quand Tailmon et Wizardmon disent qu'ils veulent retrouver le véritable emblème d'Ikari, Taichi et Agumon sont en mode on va partir avec vous, sauf que la mère de Taichi interpelle Taichi en lui disant il y a un appel de Yamato. Et donc, quand Taichi se retourne, Tailmon et Wizardmon sont déjà partis. On précise que Pico Devimon les a vus
En tout cas, il a vu Tailmon et Wizardmon à Odaiba. Et parce qu'en fait, lui, il suivait Yamato à Sangenjaya et Yamato vient de rentrer d'Odaiba et il a suivi Yamato jusqu'à Odaiba. C'est pour ça qu'il a vu, vu les deux s'envoler. Le dernier point, c'est les deux emblèmes. Donc là, on parle de la cachette de Vendémon qui se trouve au sous-sol d'Ikarigaoka. On précise que cet endroit-là est protégé par une barrière magique. Attends, Joe a toujours pas trouvé le sien. Non, Joe n'a toujours pas le sien. Et Takeru non plus. Et Takeru non plus. Donc je me dis que les deux emblèmes, c'est celui d'Ikari et Takeru. Non. Ah, ok. Non, parce que je t'avais dit, dans le château, il y a deux emblèmes qui n'avaient pas été trouvés. C'était la connaissance et l'espoir. Donc l'emblème de l'intégrité de Joe était dans le hangar, mais n'avait pas été récupéré par Sora à ce moment-là. Donc, ok, mais il y est toujours là. Ouais. Ok. Tu vas voir, du coup, on parle de la cachette de Vendémon qui se trouve à Ikarigaoka, qui se trouve en sous-sol. On dit qu'elle est protégée par une barrière magique qui fait que les humains, de manière totalement inconsciente, ne s'approchent pas de cette zone, ne la regardent pas, et que de toute façon, tout ce qu'ils pourraient voir, c'est juste une zone d'ombre, comme si c'était l'obscurité. Du coup, les deux emblèmes qui sont en la possession de Vendémon ne se trouvent pas sous son oreiller, mais vraiment dans une boîte scellée par des sceaux magiques. Et Wizardmon arrive à ouvrir la boîte grâce à sa magie. Et à l'intérieur se trouvent les deux emblèmes que Sora n'a pas pu récupérer. Donc il y a l'emblème de la lumière et de l'intégrité. Ah, et Wizardmon va finir dans l'eau et c'est comme ça qu'il va donner à Joe. Il récupère les deux emblèmes. Ils ont le temps de retourner jusqu'à Odaiba, mais là, ils se retrouvent face à Vendémon et Picodevimon, qui est certainement allé chercher Vendémon en mode hey, il y a les deux là, qui sont allés chercher des trucs. Et Vendémon, à ce moment-là, dit à Tailmon qu'il sait que c'est le 8e enfant élu. Le 8e Digimon, pardon. Parce que je pense que Picodevimon a surpris la discussion sur le balcon. Et que Vendémon dit du coup je vais me servir de toi. Donc il attaque Tailmon. Tailmon a juste le temps de donner les emblèmes à Wizardmon avant d'être terrassé par l'attaque de Vendémon. Et Wizardmon essaye de le défendre, mais il fait pas le poids parce que Vendémon a récupéré assez d'énergie à ce moment-là. Et Wizardmon se retrouve jeté dans l'océan par les chauves-souris de Vendémon. Picodevimon, à ce moment-là, remarque qu'il a les deux emblèmes, mais Vendémon lui dit c'est pas la peine, je vais me servir de Tailmon pour retrouver le 8e élu. Et ils partent dans le carrosse de Vendémon. Voilà. Fin du volume 2. Je termine juste avec la petite préface où Kakudo explique que l'idée de faire Digimon en animé date de l'été 98. Donc pour une première diffusion en mars 99, je me dis c'était vraiment pas long, hein, le temps de développement a vraiment pas duré longtemps. Et là, la série qui arrive en janvier, il la développe en 6 mois. Hein. Ouais, c'est vrai, du coup je pensais que c'était plus long, mais bon. Et là, la partie, il précise que la partie qui se passe dans le monde réel devait se dérouler que sur 3 épisodes, mais que finalement ça a été développé pour finalement en faire 11. Et qu'il y a certains éléments, comme par exemple l'école primaire d'Odaiba où vont Taichi et tout ça, c'est des éléments qui ont été décidés 2 semaines avant les enregistrements pour l'épisode 1 de la série. Ah ouais. Voilà. Il y a que ça dans la préface ? Il n'y a pas que ça, mais nous n'avons pas trop le temps. Et déjà, si, allez, il te reste 2 minutes pour parler de la préface. C'est tout ce que j'ai noté, c'est vraiment les points les plus intéressants. C'est ce que, oui, mais il y avait des choses intéressantes. Non, c'est vraiment que ça. Elle fait 3 pages. Comment ? Elle fait 3 pages. Non, elle fait pas 3 pages, la préface. Ah si, je l'ai sous les yeux, là. Bon, elle est pas en français, mais elle fait 3 pages. Mais il n'y a pas énormément de choses, en vrai. Là, j'ai vraiment noté que les points très intéressants. Ok, bon, si tu le dis. Écoute, merci bien. On aura fait 1h20 au lieu d'1h. Du coup, on se retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine. Prenez-vous plutôt 1h20 aussi la semaine prochaine, je pense, pour finir ces romans avec le tome 3. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ce que François vous a raconté, de ces différences, de ces ajouts, des choses qui sont ajoutées. Dites-nous tout dans les commentaires, likez, partagez, commentez comme d'habitude, suivez-nous. Et nous, on vous dit à jeudi prochain pour donc le tome 3 du roman Digimon Adventure. Merci François. À la semaine prochaine.